Donc nous allons démontrer le résultat concernant le caractère ck de la limite d'une suite de fonctions. Donc je rappelle l'énoncé, je prends fn une suite de fonctions de classe ck sur un intervalle i includant r à valeur dans k. Je suppose que fn est de classe ck pour tout n, pour un k entier naturel non nul fixé, et que pour tout j, la suite des dérivés jm converge simplement sur i, et que la suite des dérivés km converge uniformément sur i. Et j'en déduis que la fonction f, qui est la limite de fn pour la convergence simple, est en fait de classe ck sur i, et que je peux intervertir les dérivées successives et la limite quand n tend à l'infini, ce qui me dit que la dérivée jm de f, c'est la limite des dérivés jm de fn. Alors démontrons cela. Donc ce théorème, comme celui du caractère C1, est un théorème d'interversion de limite, puisqu'il stipule que si les suites fn, fn' jusqu'à fn dérivée k-1 fois, c'est pas des puissances, c'est la dérivée k-1 fois, convergent simplement sur i et que la dérivée km converge uniformément, alors pour tout x dans i et pour tout j, la dérivée jm, qui est considérée comme une limite, puisque c'est la limite d'un taux d'accroissement des dérivés j-1, de la limite, c'est la limite des dérivés jm. Alors les démonstrations, déjà je vais donner un nom aux limites simples de fn, etc. Alors la limite de fn, je l'avais appelée f dans mon résultat, mais je vais l'appeler g0 pour avoir une notation uniforme. Donc fn va tendre vers g0, fn' va converger simplement vers g1, etc. jusqu'à fn dérivé k-1 fois qui va converger simplement vers gk-1, et fn dérivé k fois qui va converger uniformément vers gk sur i. Donc l'objectif c'est de montrer que f, c'est-à-dire de montrer que g0 est de classe ck sur i, et que pour tout j, la fonction gj, qui est la limite de fn dérivée j fois, c'est en fait la dérivée jm de g0. Donc je vais montrer que pour tout j, la dérivée jm de g0, c'est gj. Alors comme pour tout n, fn est de classe ck sur i, la dérivée km de fn est continue sur i, et par transmission de la continuité par convergence uniforme, gk est continue sur i. Et donc, une fonction continue sur i, comme un caractère C1, j'avais pu prendre une primitive grâce au calcul intégral. En fait, en appliquant successivement le théorème fondamental de l'analyse k fois, je peux trouver une fonction grand H, telle qu'en la dérivant k fois, j'obtienne gk. Il suffit de primitiver en prenant l'intégrale entre x0 et x de gk, et j'obtiens une fonction telle que je la dérive une fois, j'obtiens gk. Puis cette fonction étant continue, je peux encore la primitiver avec des intégrales, et donc je peux trouver en gros une primitive km de gk. Dans ce cas-là, grand H, elle est de classe ck sur i, puisqu'elle est k fois dérivable, sa dérivée km, elle est continue. Et je vais poser, pour tout n, phi n qui vaut fn moins h. Fn moins h, pardon. Fn étant de classe ck et h étant de classe ck, phi n est de classe ck sur i. Et pour tout cas, la dérivée km de phi n, c'est fn dérivée k fois moins h dérivée k fois, c'est-à-dire fn dérivée k fois moins gk. Et là, je vais utiliser l'inégalité de Taylor-Lagrange pour arriver à relier fn et h. Donc je prends xy dans i et j'applique l'inégalité de Taylor-Lagrange pour phi n sur le segment xy, où je mets pareil des flèches en dessous parce que je ne sais pas dans quel ordre sont les choses. En disant que pour tout t dans l'intervalle xy, le module de phi n dérivé k fois est plus petit que le sub des modules de fn dérivé k fois moins gk. Sauf que cette quantité-là tend vers 0, puisqu'on a convergence uniforme. Donc ce module-là, cette quantité-là, le sub, il va être important. Et donc, l'inégalité de Taylor-Lagrange pour phi n me dit que le module de phi n de y moins, alors la formule de Taylor-Lagrange, c'est la somme de j égale 0 à k-1 des phi n dérivés j fois en x fois y moins x puissance j sur factoriel j, et plus petit que ce sub fois le module de y moins x puissance k sur factoriel k. Relation que j'appelle carré. Ok, je lui donne un nom. Mais, pour tout j entre 0 et k et pour tout t dans i, la dérivée jm de t, comme phi n c'est la dérivée de phi n, c'est la dérivée jm de fn moins la dérivée jm de h. Sauf que la dérivée jm de fn, elle tend vers jj. Donc par convergence simple de fn dérivée j fois, ça me donne fn dérivée gj de t moins hj de t. Et donc si je passe à la limite, quand n tend à l'infini dans carré, phi n de y, c'est fn de y moins h de y, donc qui va tendre vers g0 de y moins h de y, moins la somme de j égale 0 à k-1, et les phi n dérivée j fois vont tendre vers gj de x moins h dérivée j fois de x, y moins x puissance j sur factoriel j. Mais c'est une quantité qui est positive, et elle est majorée par une quantité qui ne dépend pas de n, fois le sup qui tend vers 0, par hypothèse de convergence uniforme. Et donc, j'obtiens une relation, à savoir que pour tout xy dans i, g0 de y vaut h de y plus cette somme-là, la somme de j égale 0 à k-1 de y moins x puissance j sur factoriel j, gj
de x moins h dérivée j fois en x. Donc j'ai réussi à écrire G0, j'ai réussi à relier G0 à h, plus une expression qui est en fait polynomiale en y, une fois que x est fixé. Donc si je fixe x dans i, G0 est somme de h, qui est de classe CK, et d'une fonction polynomiale en y. X est fixé, c'est une fonction polynomiale en y, de degré inférieur ou égal à k-1, puisque le terme de plus haut degré étant y moins x puissance k-1. Et donc, G0, elle est de classe CK sur i, puisqu'elle est somme d'une fonction CK et d'une fonction C infini. De plus, la dérivée km de G0, c'est h dérivée km, plus la dérivée km par rapport à y de ça, mais comme c'est un polynôme de degré O plus k-1, la dérivée km de ça est nulle. Donc j'obtiens bien que la dérivée km de G0, c'est h dérivée k fois, c'est-à-dire gk. Donc là, j'ai déjà quelque chose de bien, j'ai montré que G0 était de classe CK, que la dérivée km, c'était gk. Il reste à montrer que toutes les dérivées intermédiaires sont ce qu'on veut. Et bien, si je dérive seulement i fois, pour i allant de 1 à k-1, j'ai G0 dérivé i fois en y, qui vaut h dérivé i fois en y, plus une somme. Alors là, quand je dérive y moins x puissance j i fois, j'obtiens j fois j moins 1 fois etc. fois j moins i plus 1, y moins x puissance j moins i. Donc j'obtiens la somme des j moins 1, j moins i plus 1, y moins x puissance j moins i sur factoriel j, ça bouge pas. Sauf que ma somme, les termes pour j égale 0, j égale 1 jusqu'à j égale i moins 1, ils sont nuls. Donc la somme démarre à i. Et si j'évalue ce qui se passe en x, en remplaçant y par x, on voit que dans cette somme, tous les termes sont nuls, sauf le terme pour y moins x, puisque ça ferait x moins x puissance, donc x moins x puissance j moins i vaut 0, sauf si j égale i. Donc il reste que le terme pour j égale i, ce qui me fait que g0 dérivé i fois vaut h dérivé i fois en x, plus, et le terme pour, pour j égale i fait gi de x moins h dérivé j fois i fois en x. Ces termes-là s'en vont, et ça fait gi de x. Et donc j'ai bien démontré que la dérivée im de G0 vaut gi, donc pour reprendre les notations que j'avais précédemment, j'ai bien démontré que pour tout j, entre 0 et k-1 et pour tout x, la dérivée jm de G0 valait gj de x, ce qui termine la démonstration, puisque c'est vrai aussi au rang k, avec ce que j'avais montré précédemment, et G0 est de classe CK, donc j'ai bien démontré tout le résultat. Donc l'analogie avec le théorème C1, elle vient du fait qu'au lieu d'écrire une fonction comme une constante plus l'intégrale de sa dérivée, eh bien c'est l'inégalité de Taylor-Lagrange qui a permis de relier une fonction avec sa valeur au point et ses dérivées successives au point, et la dernière dérivée qui, avec l'inégalité de Taylor-Lagrange, a permis, grâce au fait que le sup du module tend vers 0, a permis de relier ces quantités-là.